Voilà donc la chronique de Philippe Spanghero tous les vendredis soirs. C'est vrai qu'on reprend un petit peu notre rythme grâce à ce championnat de Pro D2 qui a repris, cette Coupe du Monde qui s'est arrêtée. Mais on va encore un peu parler de cette Coupe du Monde, Philippe, puisque on va parler de ces Sud-Africains. Les Sud-Africains qui ont mis en place des choses inédites dans leur histoire. Ils ont vraiment bouleversé leur rugby il y a maintenant quelques années. Et une question simple. Le deuxième titre des Springboks consécutif, celui de donc le troisième au total, celui-ci là, le 2023 dans cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il valide l'européanisation du rugby sud-africain? C'est la question globale que je vais te poser, Philippe. Et on va d'abord rappeler le contexte. Depuis le 2021, les franchises auparavant qui étaient dans le Super Rugby sont en URC. On parle des Lions de Johannesburg, des Stormers du Cap, des Sharks de Durban ou des Bulls de Pretoria. Ça, c'était une nouveauté. Il y a eu un avant et il y a eu un après, selon toi, Philippe? Avant 2021, alors, puis après 2021? C'est encore dur de le dire honnêtement parce que ils ont été champions du monde en étant dans le Super Rugby. Ils enchaînent avec un deuxième titre consécutif en étant dans l'URC, dans le championnat de l'hémisphère nord. Ce qu'on peut affirmer, c'est qu'en tous les cas sportivement, ça leur a pas fait défaut. Ça déjà, c'est une petite victoire parce qu'il y avait des doutes. Ah bien sûr, c'est une petite victoire. Il y avait de gros doutes. On reparlera tout à l'heure du vrai niveau de ce championnat qu'est l'URC et de sa vraie valeur aujourd'hui. Du coup, avec ces Sud-Africains qui le composent en partie. En tous les cas, d'un point de vue économique, ça a donné une bouffée d'oxygène importante à cette fédération qui était en grande difficulté. Ça a redonné une dynamique. Ça a permis de conserver au pays des joueurs importants puisqu'on le sait, en Afrique du Sud, comme dans la plupart des grands pays du rugby, les fédérations interviennent largement dans la rémunération des gros joueurs et donc il fallait que la fédération ait encore des moyens conséquents pour garder les joueurs au pays. Donc bien sûr qu'on peut dire qu'on peut valider ce choix sportivement avec ce deuxième titre mondial. Et oui, et pour le coup, il y a plein de défis avec cette URC, l'arrivée des clubs sud-africains. Il y a des défis logistiques, il y a des défis en termes d'attractivité. Le Super Rugby, avant de parler de l'URC, pourquoi en termes d'attractivité, le Super Rugby en Afrique du Sud était en difficulté, et comment on avait pu espérer à ce moment-là que l'URC remplacerait l'attractivité du Super Rugby? Quel a été le processus, Philippe? Le processus, assez simplement, en réalité, c'était pas propre à l'Afrique du Sud. Le championnat de Super Rugby, on le sait, le rugby repose sur les revenus jour de match. On voit que les pays qui abritent le Super Rugby ont beaucoup de mal à remplir leur stade. On est sur des échelles financières qui sont pas du tout les mêmes. Donc, en effet, ce que je disais tout à l'heure, c'est que concernant les gros joueurs, c'est à la fédération d'assumer une grosse partie de leur rémunération. Donc, ça amène dans les provinces des budgets qui sont beaucoup plus faibles à manager. Donc c'est une fédération c'est un championnat qui a du mal à se monétiser à l'échelle mondiale par rapport à ce qu'on connaît nous dans l'hémisphère nord. Et donc les revenus de ces fédérations sont tirés principalement de la SANZAR. C'est la réunion entre les fédérations sud-africaines, néo-zélandaises, australiennes et argentines maintenant, et surtout avec le championnat du rugby championship. Donc voilà, finalement le championnat du Super Rugby génère très peu de revenus, et donc pour les Sud-Africains, ils se sentaient déjà assez éloignés du bloc Australie, Nouvelle-Zélande, avec des Néo-Zélandais qui dictaient quand même assez fortement les règles. Ils ont voulu s'en extraire, et l'URC, qui venait d'être racheté en partie par le fonds d'investissement CVC et qui voulait trouver une légitimité sportive, a voulu renforcer sa crédibilité en allant chercher de nouvelles grosses équipes. Et pendant le Covid, l'opportunité s'est présentée avec ces Sud-Africains qui avaient besoin d'argent, qui voulaient sortir de la même mise un peu néo-zélandaise de ce championnat de l'hémisphère sud. Et voilà comment les choses se sont faites. Ouais, et du coup, cette attractivité en URC, elle n'était pas gagnée d'avance. Est-ce que là, en termes d'attractivité, en termes de marketing, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une adhésion du public sud-africain pour l'URC et pour la présence de leur franchise dans ce championnat?
Alors c'est vrai que autant on a du mal à les accepter d'ici parce que ça chamboule quand même nos codes. On était habitué à ce rugby des hémisphères, on comprend pas bien ce que les Sud-Africains sont venus faire chez nous. Les voir en Coupe d'Europe, ça perturbe, même si ça s'appelle plus la Coupe d'Europe. Mais de leur côté à eux, ils sont très satisfaits. Ils avaient besoin d'un nouveau souffle et surtout ils trouvent ça cohérent. Je l'ai dit plusieurs fois ici, mais pour moi il y a eu un très gros manque de communication concernant l'arrivée des Sud-Africains. Moi, je travaille avec les Sharks depuis longtemps. On a beaucoup parlé des enjeux écologiques, des déplacements, etc. Logistique, mais le bilan carbone, compliqué. Le bilan carbone des Sud-Africains était pire quand ils jouaient dans le Super Rugby que ce qu'il est aujourd'hui quand ils jouent dans l'URC. C'est factuel. Donc, il y a des choses à expliquer. Je comprends que les nations du Nord aient du mal à gérer ces déplacements aussi loin en pleine saison pour des matchs de championnat d'Europe, mais en tous les cas l'avenir il va s'écrire comme ça. Donc pour moi il y a un enjeu de l'organisation pour essayer de trouver à certains moments de la saison des territoires neutres pour jouer les matchs, puisque je le répète, du côté des Sud-Africains, c'est pas un gros problème de jouer vraiment à domicile ou dans un stade ailleurs, puisque les revenus tirés des jours de match sont vraiment très faibles. Quand vous voyez aujourd'hui qu'une équipe comme les Sharks, qui a quand même une partie des joueurs champions du monde dans son effectif, qui a 45 joueurs pro sous contrat avec un niveau moyen de joueurs qui est quand même équivalent aux grandes équipes européennes. On parle d'une équipe qui cette année a augmenté son budget assez significativement, mais qui tourne autour de 14 millions d'euros de budget. C'est à peu près équivalent à Provence Rugby cette année, pour vous donner une échelle. Donc en réalité, l'impact économique pour ces équipes, il est beaucoup moins fort que chez nous. Donc il y a plein de solutions, mais il va falloir que l'organisation européenne et de l'URC et du champion de l'EPCR propose des solutions pour gommer justement toutes ces petits points d'interrogation liés notamment à la logistique et à l'enjeu écologique. Alors ouvrons le débat rapidement avec toi Julien, avec toi Philippe. Est-ce que l'URC, avec la présence des champions du monde sud-africains, avec des Irlandais très forts, est-ce que ce n'est pas le meilleur championnat du monde, si ce n'est le deuxième meilleur championnat du monde? On place où le curseur, Julien Thomas? L'URC, on le rappelle, voilà, pour ceux qui ne sont pas au fait, c'est deux franchises italiennes, des franchises galloises, écossaises, irlandaises et sud-africaines. Oui, forcément, t'as le champion du monde, t'as la meilleure nation mondiale number one, donc et la France qui malheureusement en quart a perdu mais qui est deuxième. Non, t'as quand même le panel de toutes les nations. Après, comme moi je reviens à une idée que disait Philippe dans les précédentes émissions, c'est surtout on va arriver sur un fuseau horaire et non pas justement sur cet agenda-là. Donc à un moment donné, ça va y être fortement et on va y arriver de plus en plus avec les nations du Sud. Et ça s'appellera plus le hémisphère Sud et hémisphère Nord parce que il y a tellement de nations qui excellent que ça va se rencontrer sur un fuseau horaire. Ouais, mais du coup, est-ce que c'est le meilleur championnat du monde, Julien Thomas? Oui. Mieux que le top 14? Moi, je disais oui. Pour toi, non, Philippe. Pour moi, non, parce que factuellement, encore aujourd'hui, c'est La Rochelle qui est championne d'Europe. Donc La Rochelle a battu les grandes équipes qui composent l'URC. Donc sportivement, on peut pas encore le dire. Par contre, sur le niveau moyen, c'est vrai que quand on voit que les provinces irlandaises, qui est un des meilleurs rugby du monde sur ces dernières saisons, même s'ils n'ont pas concrétisé avec leur équipe nationale, et aujourd'hui les provinces sud-africaines, d'un point de vue du niveau, ça équivaut pour moi au niveau moyen du top 14. Mais encore aujourd'hui, sportivement, c'est le rugby français qui domine le rugby de l'hémisphère nord. Quentin Cabanis va départager tout le monde. C'est trop compliqué là pour mon pauvre jugement. Donc non, juste pour finir, il y a des écarts de niveau quand même encore trop importants pour moi dans l'URC. Oui, enfin bon, oui, d'accord. C'est quand même de haut niveau, quoi. Je vais trancher. De toute façon, c'est la plus pro des deux, le plus beau championnat du monde. Oh, merci Quentin. Voilà.
Voilà, merci Quentin. Moi là-bas, j'aurais pas accepté cette réponse, mais là, voilà, la voix du sage, effectivement. Voilà donc pour ce titre-là, donc pour la question globale, le deuxième titre consécutif des Springboks valide-t-il l'européanisation du rugby sud-africain? Oui, mais en partie, pas totalement. Si je t'ai bien suivi, Philippe. Ce n'est pas seulement de ce fait. Non, c'est pas. On peut pas l'affirmer encore. En tous les cas, ce qu'on peut affirmer, c'est déjà que c'était pas une erreur stratégique. Et ça amène quand même les Sud-Africains à s'enlever ce dernier point d'interrogation et à se tourner maintenant définitivement vers le rugby du Nord. Alors après, la dernière équation, c'est les équipes qui jouent dans le championnat du Nord et l'équipe nationale qui continue à jouer dans un championnat plutôt du Sud. Et ça, à mon avis, c'est amené à rester parce que il y avait une volonté de les intégrer au tournoi destination. Je crois que cette idée-là est un peu passée pour l'instant, du moins pour quelques années, puisque avec la Nations Cup, on va avoir d'autres solutions alternatives pour ces équipes-là. Donc, en tous les cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Et honnêtement, ça va servir le rugby du Nord et très certainement aussi le PCR et les Coupes d'Europe. Le PCR a besoin d'un nouveau souffle et c'est quand même bien d'avoir ces provinces sud-africaines qui vont quand même amener quelque chose d'un point de vue du spectacle et du niveau, parce qu'on verra sur nos terrains une partie des joueurs champions du monde tout au long de l'année.